route vers la présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour Perrine. Bonjour Guillaume. Bonjour donc Robert Rochefort. Je rappelle Bonjour. que vous êtes vice-président du Modem et que nous sommes ravis avec Perrine de vous accueillir ce matin sur nos deux antennes. Je disais avec malice juste avant cette intervention, est-ce la fin dans les 15 jours qui viennent de la carrière politique de François Bayrou? Mais ce n'est pas si malicieux que ça si l'on lit les journaux. Est-ce que vous craignez justement sa disparition? Non, c'est un peu primaire comme question, vous m'excuserez de vous le dire comme ça, et en tout cas je vais y répondre. La réponse est évidemment non. Je souhaite de tout cœur que François Bayrou sera élu, et je vous dis que je crois qu'il le sera, parce que dans quelques jours, et en particulier pour le second tour, les électeurs de Pau auront le choix entre probablement une seule candidate, une jeune socialiste face à François Bayrou. Et il me semble que tant pour des raisons nationales, faut-il un député de plus, un député lambda, je dis ça sans aucune méchanceté à son égard, à l'Assemblée nationale, ou faut-il un leader politique national comme François Bayrou? Et deuxièmement, pour défendre les intérêts des Palois. C'est pas les sondages. Non, c'est pas les sondages, mais le second tour se fera dans un esprit de décantation, et lorsque l'un sera face à l'autre. Et permettez-moi de vous dire, puisque vous êtes malicieux, je serai malicieux et demi, dans la façon dont François Hollande a reçu hier François Bayrou. J'ai cru comprendre par une petite impression, y compris dans la façon dont il l'a raccompagné sur le perron. Il allait expliquer au téléphone à Madame Chaban qu'il pensait plutôt utile, si ce n'est indispensable, que François Bayrou soit à l'Assemblée nationale. Mais c'est peut-être uniquement mon jugement un peu subjectif. Donc il aurait reçu des assurances pour préserver sa circonscription. Non, n'allons pas jusque-là. N'allons pas jusque-là. Le combat est un combat politique. D'ailleurs, ce matin, il y a un sondage qui sort qui prouve que il remonte, François Bayrou remonte. Et puis, dans un combat de second tour, je suis à peu près convaincu que le bon sens et la logique politique l'emporteront. Mais est-ce que François Bayrou n'a pas été un peu naïf? À un moment, il ne penserait pas que François Hollande serait un peu plus ouvert, le PS un peu moins hégémonique? Je pense qu'il ne l'a pas été. Je pense qu'il a été réaliste. Moi, je l'ai probablement été un peu. Je pensais effectivement que ce serait un peu plus facile pour lui. Mais, et je pensais aussi que par rapport à l'engagement courageux que François Bayrou avait pris en disant je vais voter François Hollande, et un certain nombre de ses lieutenants, nous avons fait pareil. Je pense effectivement que c'était pas très très bien payé. Mais la vie politique est ainsi faite que sa réélection sera d'autant plus le signe qu'il est là, toujours présent dans le paysage politique. Et en tout cas, nous n'en sommes pas ingrats, parce que nous continuons à considérer que puisque François Hollande a été élu et que cette alternance était probablement nécessaire, c'est avec lui qu'il faudra un jour élargir les choses de façon à ce que la France sorte de ses difficultés. Vous qui êtes l'inspirateur donc du produire français, que pensez-vous donc des premiers pas d'Arnaud Montebourg à la tête de ce ministère qui crée, non pas la polémique, mais en tout cas qui défraye un petit peu la chronique par son intitulé même? Alors, je vais d'abord vous dire que puisque François Bayrou était reçu hier par François Hollande officiellement pour préparer le G20, il lui a dit que dans le cadre de la reconquête industrielle française, la restauration d'un produit en France était absolument indispensable. Alors maintenant, par rapport à Arnaud Montebourg... Est-ce que Montebourg est l'homme de la situation? Écoutez, en tout cas, le titre de son ministère me convient très bien, et je trouve simplement que vous voyez bien qu'on ne peut pas se contenter, je ne dis pas que c'est son souhait, mais à jouer les pompiers volants, à envoyer des équipes de SAMU emploi à chaque fois qu'il y a quelque part un plan social qui s'annonce. Il faut probablement le faire, mais ce n'est pas suffisant. Nous continuons à penser que cette politique défensive, qui est probablement indispensable, doit s'accompagner de façon encore plus importante et essentielle d'une politique offensive. Et là, je continue à dire, avec François Bayrou, que nous sommes porteurs d'un projet original qui mobilise l'ensemble de la communauté nationale autour du produit en France. Il n'y en a pas. Et c'est pour cela que je vous dis que nous espérons bien convaincre François Hollande qu'il faudra revenir sur quelque chose qui effectivement est cette confiance dans la production nationale. Et au fond de moi-même, je pense qu'il n'est pas opposé à cela, François Hollande. Mais d'accord, mais vous tournez autour du pot. Il faudrait faire quoi exactement? Mais nous l'avons déjà dit. Je donne deux exemples. ArcelorMittal, ils font une étude. Vous avez parlé de ces commandos. Effectivement, ils s'inscrivent dans une logique de commando. 36 entreprises en difficulté, dit le Premier ministre, qui va recevoir les syndicats cet après-midi ensemble. Mais que faudrait-il faire? Alors, je vais vous dire le fond du fond. Il serait temps. Par rapport aux difficultés que nous avons devant nous, il y a trois choses à faire.
La première, c'est de faire les efforts dans un esprit de justice sociale, ce que probablement, en tout cas ce que le gouvernement précédent n'avait pas su faire. Ensuite, il faut effectivement faire un certain nombre de prélèvements nouveaux, et de ce point de vue un certain nombre d'impôts que François Hollande a proposés, nous ne sommes pas contre, mais là où nous sommes pour l'instant à être dans un complément par rapport à lui, c'est que nous disons aussi qu'il faut des économies dans les dépenses. Si on se contente de dire l'équilibre budgétaire se fera par simplement des impôts nouveaux, eh bien nous ne restaurerons pas la compétitivité de l'économie française. Et finalement, c'est ce que disent un certain nombre des rapports qui sont sortis depuis quelques jours. Et au fond du fond, nous considérons que François Hollande le sait lui-même et qu'il en est convaincu. Et donc la question, c'est de savoir quelle majorité politique, quelle force politique il aura pour soutenir cette logique-là. Nous pensons que ce n'est pas uniquement avec les 30 ou 35% de gens de gauche qui l'ont soutenu et qui ont voté pour lui au premier tour qu'il arrivera à faire cette politique. C'est pour cela que nous sommes indispensables. Alors justement, sur le rapport de l'Inspection Générale des Finances, le rapport de Bercy, qui est sorti hier et qui demande à l'État de faire 5 milliards d'économies par an pour arriver à l'équilibre, Pierre Moscovici a dit hier qu'on va y arriver sans austérité. Est-ce que c'est crédible? Le français est une langue magnifique qui permet comme ça des façons de dire des choses qui évitent, qui font un peu des esquives. Évidemment, si on emploie le mot d'austérité comme signifiant quelque chose qui fait que la France sera dans les lamentations, dans les pleurs et dans les coupes budgétaires partout, il a raison, Pierre Moscovici. Si en revanche, il voudrait laisser entendre que les efforts ne seront pas indispensables, il a tort. Et je vais vous dire quelque chose ce matin. Vous savez que les gens qui ont écrit ces rapports, le rapport de la Cour des comptes, comme le rapport de l'Inspection des Finances, ce sont les mêmes que ceux qui aujourd'hui sont au pouvoir avec François Hollande. Si vous prenez Emmanuel Macron, qui est le nouveau secrétaire général adjoint de l'Élysée, c'était le rapporteur général de la commission Attali, c'est-à-dire le premier écrivain du rapport Attali, qui disait déjà, il y a 4 ans, des choses qui ressemblent à ça. Donc ce que nous disons, nous, c'est il y a un temps de l'élection législative. Probablement faudra-t-il d'ailleurs réfléchir à cette neutralisation de quelques semaines entre l'élection d'un président et l'élection des députés. Donc les mauvaises nouvelles sont après les législatives. Oui, mais ce que vous appelez mauvaises nouvelles, nous avons, et probablement que c'est pour ça que François Bayrou est indispensable, puisque nous l'avons dit avant les autres, ça peut aussi être des bonnes nouvelles. Moi, je vous dis que croire au produire en France, c'est une bonne nouvelle. Faire un label pour les consommateurs, c'est une bonne nouvelle. Allonger les durées de garantie des produits, c'est une bonne nouvelle. Le label que vous avez envisagé, que François Hollande pourrait le faire. Eh bien, je souhaite de tout cœur qu'il aille en tout cas dans cette direction. Et moi, comme un grand nombre de mes amis, mais je vous ai dit tout à l'heure, qu'il fallait faire des efforts sur les dépenses. Il faudra être rigoureux sur les dépenses. C'est clair. Mais vous me posez la question. D'impôts supplémentaires. Oui, mais juste dire à Guillaume Durand que le label, oui, nous y tenons. Et si François Hollande veut aller dans cette direction, nous serons à ses côtés et je serai disponible pour qu'on avance dans cette direction. Maintenant, Martine Aubry, pour elle, les marges de manœuvre sont sur l'augmentation des impôts. Eh bien, Martine Aubry ne dit qu'une partie de la vérité. Ne dit qu'une partie de la vérité. Parce que si nous ne faisons que des hausses d'impôts, eh bien nous sommes un pays qui avons des semelles plombées, qui ne retrouvera pas sa compétitivité. Il faut un certain nombre de hausses d'impôts, limitées, dans le rétablissement de la justice sociale, mais il faut des économies de dépenses publiques. Oui, je vous le dis, et il faudra le faire dans le sens de l'efficacité de cette dépense publique, c'est-à-dire un peu autrement que la fameuse RGPP de Nicolas Sarkozy qui taillait dans le vif sans apporter la nouvelle façon de gérer la cohésion sociale qui est indispensable, mais il en faudra des économies de dépenses. Oui, je vous le dis clairement. Est-ce que François Bayrou pourrait être ministre du remaniement qui inévitablement aura lieu après les législatives? Écoutez, je n'en sais rien. En tout cas, probablement que ce sera difficile pour lui de rentrer maintenant dans un gouvernement, puisque vous voyez bien que tout de même François Bayrou est un leader très important et ça supposerait, comment dire, une inflexion beaucoup plus forte probablement que ce que François Hollande est prêt à faire. Donc c'est pas inenvisageable. Pardon ? C'est pas inenvisageable en tout cas, si on vous écoute. En tout cas, qu'il y ait la possibilité et qu'il y ait, je vais le dire autrement, François Hollande n'a pas d'autre possibilité d'élargir la base politique sur laquelle il fera ses réformes que de le faire avec nous.
Comment le fera-t-il? Dans quel calendrier? Est-ce qu'il le fera avec un premier signe dès le premier remaniement? Est-ce que ça donnera lieu à quelque chose de plus significatif plus tard? Je n'en sais rien. Mais il n'a pas d'autre stratégie et nous serons prêts à assumer nos responsabilités quand il le faudra. Dans la clarté et avec évidemment l'intégration dans la politique du gouvernement d'un certain nombre des formules, des propositions, des éléments de programme que nous avons formulés et qui, je crois, ne sont pas contradictoires avec ce que François Hollande a lancé jusqu'à présent. Alors Robert Rochefort, vous êtes un lecteur attentif des journaux. Hier matin, Libération, hier après-midi, Le Monde, les équipes autour de l'Élysée simplifiées, la photo simplifiée, on voyage en low cost, tout ça est simplifié. Pendant ce temps-là, les Anglais, qui ont les mêmes difficultés économiques, font une fête à tout casser avec la reine, les plus grandes stars du rock, etc. Quelle est la bonne voie pour sortir de la déprime économique? La voie française ou la voie britannique? Non, Guillaume Durand, les deux. Les économies... Excusez-moi. Les économies que fait François Hollande sur le train de vie des ministres sont des éléments symboliques significatifs. Évidemment, ils ne sont pas de nature à restaurer l'équilibre public des comptes, mais ce sont des éléments symboliques et je crois qu'ils n'étaient pas inutiles, en particulier après ce qui s'est fait dans le quinquennat précédent. Maintenant, j'ai comme vous regardé ou entendu ou vu des flashs sur ce qui s'est passé en Angleterre ces jours-ci et encore aujourd'hui. Leur situation économique est déplorable. Oui, bien sûr, mais je vais vous dire quelque chose. Je me suis dit finalement, alors on ne refait pas l'histoire en France et croyez bien que je suis fondamentalement un républicain. Mais en même temps, quand un pays comme l'Angleterre a gardé des symboles de son unité nationale, qui en l'occurrence, parce que l'histoire des peuples n'est pas la même, en Angleterre ça passe par la royauté, qui n'empêche pas la logique politique extrêmement classique, je me suis dit que c'était quand même pas mal quand il y avait des symboles d'union nationale qui fonctionnaient dans des temps de crise. Alors pourquoi pas de Garden Party le 14 juillet, parce que symbole d'unité nationale? Non, parce que c'est pas par des Garden Party qu'on fait une unité nationale, et vous avez bien remarqué, attendez Guillaume Durand, c'est pas tous les ans que la reine d'Angleterre fête son jubilé des 60 ans. Donc ne me dites pas non plus que ça se fait tous les jours en Angleterre. La Garden Party de l'Élysée n'est pas simplement un rassemblement de notables autour du président pour lui serrer la main, c'était aussi pour l'ensemble des Français la fête nationale. Je ne crois pas. Je crois que la Garden Party, excusez-moi, mais il y a une différence entre des millions d'Anglais sur les bords de la Tamise qui assistent à un spectacle populaire et qui peuvent apercevoir leur reine, et puis cette question d'Happy Few, même si on avait intégré 2 ou 3 classes d'élèves en section professionnelle qui venaient se mêler au Happy Few, excusez-moi de le dire, comme vous, j'ai fréquenté en son temps ce type de manifestation, ce n'est pas ça qui, je crois, donnait le sentiment que l'ensemble de la communauté nationale était réunie. Perrine Tarnaud. Un mot sur l'Europe. Député européen Angela Merkel a dit hier qu'elle souhaitait une union politique de l'Europe. Ça veut dire quoi dans la bouche de la chancelière? Écoutez, en tout cas, moi, ce que je crois, c'est qu'on ne fera pas une sortie effective de la crise de l'Europe sans avancer vers plus de cohérence politique et vers des pas qui sont des pas, alors le mot est difficile à prononcer, mais qui sont des pas qui vont dans une direction de type fédéral. Et Madame Merkel, vous le savez, la difficulté qu'il y a avec elle, c'est la fameuse question de la mutualisation de la dette souveraine des différents États. Je crois qu'on y arrivera. Madame Merkel veut un préalable qu'est cette union politique. Ce qu'elle voulait dire hier, c'est ça. Elle voulait dire, je suis d'accord pour plus de solidarité avec la Grèce, avec l'Espagne, mais je veux d'abord qu'on me donne des signes de cette intégration politique. Eh bien, il faut que chacun des camps fasse un pas l'un vers l'autre, parce qu'il faut sauver l'Union, il faut mutualiser la dette, et donc il faut que nous soyons plus solidaires les uns avec les autres. Merci beaucoup Robert Rochefort. Je rappelle que vous êtes vice-président du MoDem. Bonne journée à vous. Perrine, on se retrouve évidemment demain. Dans une seconde, donc le rappel des titres sur Radio Classique et la suite du programme sur Public Sénat.